Danny Gagnon, le 22 avril 2021. Les petites chaussures ou les petits souliers. Cette vidéo-là m'a été inspirée par mon garçon de 4 ans qui mettait mes bottes. Et j'avais écrit dans une vidéo que j'avais vue de Natar que j'aimerais enseigner la conscience des dragons à mes enfants. Mais en même temps, c'est comme assez particulier d'enseigner à des enfants des choses qui sont des fois même très lourdes pour des adultes. Mais la réalité est que les enfants portent des plus grandes chaussures que nous-mêmes, dans le sens que ils ont une souplesse d'esprit et en même temps, ils sont pas accaparés par des croyances et des conditionnements. Leur conscience a la capacité de changer de plan de densité. On pourrait même aller dire que ils portent les bottes de 7 lieues. Parce que c'est un peu ce qu'on fait quand on a certaines capacités, c'est qu'on change de plan ou on change de densité, on change de dimension. Mais de l'enseigner, c'est une autre histoire. Parce que, comme je dis, il y a des enfants qui naissent avec des capacités que nous-mêmes nous avons perdues en allant à l'école, en ayant des conditionnements répétés. C'est comme si nos parents, inconsciemment, étant donné qu'ils ont perdu un certain sens de ça, ne sont plus capables de guider leurs enfants avec leur capacité qu'ils ont. Moi, je dirais, mettons, si je me prends comme exemple, ma mère est une personne très laissée-aller, dans le sens je veux pas qu'on s'est élevé tout seul, mais on n'avait pas beaucoup de barrières. Et ça le fait que il a fallu qu'on prenne des décisions par nous autres mêmes, puis qu'on prenne soin de nous autres par nous autres mêmes, rapidement. Puis être responsable rapidement. Mais en même temps, de garder un esprit libre aussi. De ne pas avoir de barrière, de confrontation, d'avoir de compte à demander à personne. Quand on avait besoin de quelque chose, on s'organisait pour aller se le chercher. Puis de s'occuper de nous autres pas mal. Fait que d'un côté, notre esprit est resté libre et de ne pas dépendre de tout et chacun. C'est en même temps une leçon de vie, peut-être une dureté de la vie, mais en même temps une leçon de vie qui aujourd'hui, pour mon cas, m'a été profitable. Mais c'est bien certain qu'il y a eu des moments peut-être plus difficiles. Comme j'ai quand même pris soin de mon frère beaucoup, puis même de mes frères plus vieux. D'être un peu responsable de mon petit frère, puis des fois, parfois, des aînés aussi. Là. Mais reste que l'enfant a la capacité de porter de grandes chaussures. Beaucoup plus qu'on pense. Et
nous avons tendance, ou la société porte de petites chaussures et fait que la pointure diminue. La pointure diminue parce qu'on apprend à rester dans le monde matériel dans lequel on est, à être limité et à être dépendant. Et c'est une problématique sérieuse à l'expansion en soi, à l'émancipation. OK. Premièrement, mon garçon va rêver, récemment il a rêvé à des squelettes. Alors, je lui ai appris, parce qu'il en voit partout dans les petits bonhommes, il y a des squelettes, il y a des nécromanciens qui font courir les squelettes, puis ils attaquent le monde, puis les squelettes c'est des méchants en général, puis c'est un symbole important des pirates. Mais je lui ai appris que sous sa peau, il y a un squelette. Et ce squelette est la charpente de son corps. Puis c'est normal, c'est naturel. Derrière la face à papa, puis derrière sa face, il y a un squelette. Mais là, il a rêvé à des squelettes rouges. Fait que là, on observe à ce moment-là un peu une préparation, si on peut dire, au détachement de sa conscience ou de son ouverture au monde subtil par la peur. Il y a des peurs qui s'émissent dans ses rêves et le font rentrer en réaction pour créer un détachement. Ma fille a vécu un peu la même chose. Elle a vu des êtres avec plusieurs yeux, 5, 6, 7. Puis elle s'était déjà amusée à les compter, là, les yeux. Fait qu'elle a eu des moments où ce que la peur crée un détachement du monde, une forme de monde, si on peut dire, subtil, une part de l'astral qui est à la fois encombrée et protégée par la peur et dominée par la peur. Ce qui amène les enfants à perdre leur capacité. Parce que la peur, ce que je suis en train de dire à mon garçon, c'est que la peur te transforme en squelette. À partir du moment que tu arrêtes d'agir par peur, tu ne vis plus. C'est comme si tu meurs, tu arrêtes de vivre. Tu peux ne pas aimer ça. Tu peux détester ça. Tu peux ne trouver pas ça joli. Mais sans t'empêcher d'agir et d'arrêter et ne pas de te bloquer. Là. Fait que surmonter ses peurs au niveau des enfants, au niveau de leurs rêves, c'est important de faire un suivi assez rapproché pour les guider parce que ça fait partie de leur développement. La traversée du monde onirique est une étape qu'ils ont à franchir, comme nous l'avons à franchir. Alors, pour eux, à partir de 4 ans à peu près, ils ont les chaussures, ils ont la capacité de se rendre dans ces lieux-là et ils les découvrent. Et d'une certaine façon, la part de leur esprit, de cet instant-là, a à être guidée et prise en charge, d'une certaine façon, guidée. Ce que les parents ne font pas forcément. Nous n'avons pas l'éducation d'éduquer ou de guider nos enfants au travers de ce monde onirique-là, de cette dynamique astrale, avec ses lois et ses règles.
qui sont étrangers à un paquet de monde, à la grosse majorité du monde. Et aujourd'hui, éduquer nos enfants ou rééduquer nos enfants, c'est se rééduquer soi-même, c'est se reprendre en main en tant que parent aussi. Alors, surmonter ses peurs. En tant que parent, ça veut dire surmonter ses peurs d'enfant, retourner à son enfance et de surmonter ses peurs qui sont encore là souvent, aujourd'hui, qui sont peut-être loin, mais qui sont encore là et qui sont à surpasser. Et c'est un cheminement important à faire pour dépasser un certain niveau. Puis quand on le fait pas seulement pour nous autres. On le fait aussi pour nos enfants à venir, à naître. Parce que lorsqu'on n'a pas réglé certaines choses, nous le semons dans le jardin de nos enfants, nous le retransmettons, et eux autres vont le développer à leur tour, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'il y a une problématique, ou qu'ils ne s'en rendent pas conscience non plus, et qu'ils le retransmettent encore à leurs enfants. Donc, l'éducation des enfants commence par l'éducation des parents. Alors, donc, pour moi, les bottes de ces lieux sont les 7 lieux ou les 7 sphères de densité que les enfants en bas âge ont la capacité d'aller. Et ça aussi, ça va au-delà du temps et de l'espace. Au niveau des enfants, il y a une histoire qui est racontée. Il y a beaucoup d'histoires pour les enfants qui sont racontées et qui parlent de ça. Un exemple, comment aider les enfants à avoir un plan subtil émotionnel en santé. On va parler de l'histoire d'Aladin et de la lampe. Pour moi, la lampe représente l'enfant. Et lorsque nous avons cette lampe dans les mains, il nous faut la polir et la faire briller pour faire sortir le génie. Alors, on dit encourager nos enfants, leur donner une estime, sans forcément faire gonfler leurs égos, mais leur donner une estime de soi pour qu'ils soient en volonté et croire en eux, de leur potentiel. Et là va émaner le génie, faire sortir le génie de la lampe. Alors c'est important d'encourager nos enfants et de la lustrer, la lampe. Les aider à croire en eux, C'est important. Puis le tapis volant, c'est le génie qui l'amène. Pour qu'il puisse surpasser les champs de densité, les différentes densités. C'est une autre façon de voir les choses. OK. Dans l'enseignement aussi, que je veux apporter, c'est celui à la fois de la conscience de l'escargot et aussi la conscience des géants.
si je prends du recul et je me regarde avec mon amie Carole, ça me donne l'impression que Carole, on s'est rencontrés au travail, puis il me donnait un coup de coude, puis il dit « Hey, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. » Fait que là, ben, je me réveille, puis je me réveille. Puis là, je me rends compte, je la regarde, puis je me rends compte qu'il dort, puis qu'il rêve qu'il me réveille. Fait que c'est à mon tour un peu de jouer du coude, puis de dire « Hey, réveille, réveille, réveille », tu sais. Mais le coup de masse a peut-être été un peu plus dur, mais ça commence, ça rentre. Puis je vous dirais qu'il a quand même fait un cheminement de son côté. Puis on s'aperçoit avec le temps que le temps que notre conscience se réveille et qu'on change de position, qu'on change de bord, on est comme un peu un géant dans un corps de nain. On est vraiment lent, vraiment lent. Et que dans notre tête, c'est comme si on serait dans un corps de géant. Le temps qu'on réagisse, puis qu'on fasse ça, il vient quasiment de se passer une semaine. Là. Il y a des gens qui vont être très patients et que ça va leur prendre du temps à réagir. Ils vont analyser, ils vont prendre du recul, ils vont supporter parce qu'ils ont une bonne capacité à supporter. Et puis lorsqu'ils décident à agir, tassez-vous de là. Tassez-vous de là parce qu'il n'y a rien qui va les arrêter. C'est un exemple de conscience de géant qu'il y a des gens comme ça qui vraiment vont être là, mais longtemps dans leur vie avant de réagir. Alors, on se rend compte que dans notre esprit, dans notre tête, ça va vraiment pas vite avant qu'il y ait du changement. Et c'est un peu à l'image de l'escargot qu'il va falloir qu'il remonte la spirale avant d'émerger et de finir par s'émanciper puis d'avancer. T'sais. Il y en a là, qui vont sortir des coquilles, ça va être plutôt rapide, mais une vitesse d'escargot. Là. Bon. Mais ça reste que c'est un cheminement qui est réel. Et souvent, ça nous donne l'impression qu'on a été battu de vitesse. Vraiment battu de vitesse parce qu'il y a des plans qui sont beaucoup plus rapides. Puis j'en ai déjà parlé quand même pas mal. Mais il y a une désynchronicité. C'est désynchronisé entre notre esprit et notre corps et notre temps de réaction. Moi, mon temps de réaction est quand même assez lent. Si je me compare à d'autres personnes, mon ami Carole, qui est un peu plus sanguin, puis il va réagir, puis avec du recul, je lui donne raison. Il a raison de réagir comme ça, parce que moi, je vais en venir à ça, mais quelques mois plus tard. Bon. Alors. Non, blague à part, la lenteur fait partie de notre conscience. Et chez les enfants, c'est un peu la même chose. C'est difficile d'arriver, de demander à un enfant d'inculquer une certaine dynamique de pensée. Quand leur esprit, la vitesse de leur esprit est aussi lente que le nôtre. Oui, ils ont des capacités cognitives à faire certaines choses,
Mais au niveau de l'apprentissage en soi, ils ont besoin de temps, comme nous autres. Il y a des livres de formation que j'ai observés. Mettons, comme celui-là ici. Les 4 accords Toltec, mais pour les enfants. Qui est utilisé aussi dans certaines écoles, je pense, en France. Et même ici au Québec, ça commence à vouloir plus entrer vers les professeurs qui s'intéressent aux 4 accords Toltec, à la base des 4 accords Toltec. Alors ça, c'est un livre que j'ai lu avec ma fille, qu'on a lu ensemble. Et je considère ce livre comme étant un livre pour des enfants de 6 ans, 7 ans, à partir de. Ma fille, elle a 11 ans. On l'a lu l'année passée à 10 ans. Puis tu vois que c'est un peu jeune parce qu'il y a un peu des exercices à faire. Puis c'est vraiment pour les jeunes en plus bas âge. Donc c'est fait à partir des 4 accords Toltec. Et les 4 accords Toltec, je l'ai eu en audiobook et je l'ai acheté papier. Et ça devient un peu comme une Bible. Quand on a été jeune, on a reçu une Bible. Puis ça devient un livre, une espèce de livre pour la vie, là. Et je me suis acheté aussi le 5e accord Toltec, qui est un enseignement qui est une continuité, qui est plus approfondie. Je dirais pas que le 5e accord Toltec est forcément pour les enfants, mais à venir. Les 4 accords Toltec, de prime abord, adaptés pour les enfants, est plus facile que les 4 accords Toltec initiales. Je les trouverais vraiment mieux expliqués pour les enfants, pour adapter aux adultes, que les 4 accords Toltec eux-mêmes. Ce que je déplore un peu dans les 4 accords Toltec et le 5e, c'est que nous autres au Québec, on a une certaine mentalité, puis je ne m'identifie pas tellement à ce qui est présenté dans le livre. C'est comme s'il faudrait que je recule de quelques générations pour peut-être me mettre un peu dans la situation qui est donnée comme exemple. C'est souvent, je considère que c'est souvent exagéré, ou que nos conditions ici au Québec sont quand même extrêmement favorables. On n'a pas beaucoup de contraintes, comme il est pris en exemple dans ces livres-là. On ne vit pas les contraintes qui sont expliquées dans ça tellement. On a plus de liberté que ça. Moi, un livre d'enfance que j'ai aimé, qui m'a été donné en cadeau, c'est Félix Leclerc, Carcajou ou le diable des bois. Je l'ai reçu, j'étais au secondaire, je dois avoir 16-17 ans. Là. Puis, pour moi, ça a été un livre très important. Félix Leclerc avait un regard sur la société particulier et qui remettait en question et en doute tout concept. C'est vraiment une belle lecture agréable. Ça, je dirais que c'est plus pour des ados, peut-être un peu plus avancés, là, 14, 15, 16 ans. Là. Une lecture que j'ai faite récemment qui est pour moi vraiment une référence au niveau des enfants et des parents, les deux. Les deux doivent un peu lire ce genre de lecture
Parce que il y a des points qui sont présentables aux enfants. Et selon leur compréhension, on peut aller soit plus loin un peu ou simplement se limiter à un rapport d'intégration. Parce que les intégrations qui sont faites dedans, là je parle du traité de médecine sacrée de Guillaume Quézac. On part du début à la base et on monte en conscience et en compréhension. Et c'est un livre qui se lit, mais qui se vit d'abord. Et c'est vivre une gnose, c'est vivre un cheminement personnel et intérieur. Et aussi intemporel dans le sens que j'ai vécu des synchronicités à le lire. Dans mon enseignement personnel qui m'a été donné au fil des jours, je dirais que j'ai vécu des synchronicités à travers les vidéos que j'ai faites et à travers les informations qui venaient autour de moi, les informations que j'avais avant même de lire certains textes dans le livre. J'avais eu des informations. Puis le livre venait corroborer, venait étayer, appuyer ce que j'avais reçu comme enseignement. Dans ce livre, juste la partie de l'homme-fleur est un enseignement exceptionnel. Et celle du scarabée encore autant. J'ai particulièrement apprécié la conscience ou le transfert de conscience du scarabée. Et c'est quelque chose de vraiment important pour tout être vivant, là, tout humain. Là, c'est vraiment quelque chose à intégrer comme conscience. J'ai parlé dans une vidéo que j'avais certains blocages vis-à-vis le livre, mais c'est souvent de façon générale lié au divin. Moi personnellement, j'ai un blocage au niveau de l'utilisation du mot Dieu ou divin. Je comprends la sphère d'énergie que ça représente. Je comprends la globalité de l'ensemble, mais je ne suis pas comment je pourrais dire ça? Je me suis pas remis en accord. Je ne suis pas revenu j'ai comme eu un coup. J'ai porté un coup, ou plutôt j'ai reçu un coup, puis je suis resté froid. Je n'aime pas placer quelque chose entre moi et la source. Peu importe le nom que ça va porter. Que ce soit n'importe quelle entité ou n'importe quel... ça pourrait être un dragon. Même si les énergies sont positives et viennent nous aider, ils ne sont pas la source. Ils vont venir nous guider, mais sans être la source.
Mais ça, c'est important de le garder en tête. Et pour savoir si on a affaire à des bonnes énergies aussi, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est un peu que lorsque l'entité te contacte et que tu es son égal, ou elle te considère comme son égal, tu le ressens, ça. Ça dit tout. T'es pas en bas, t'es pas en haut, lui il est pas supérieur à toi. À partir du moment que tu rencontres une entité qui te domine et qui est supérieure à ta personne, c'était pas à bonne place. Ok. Présentement, je suis dans une lecture La Révolution Tipeee. J'ai commencé à le lire. C'est sûr qu'au niveau des enfants, à part suivre leur développement au niveau des rêves et de les aider à surmonter leur peur d'enfance normale et de les guider dans les plans supérieurs, on peut pas essayer de forcer à les encadrer. Il faut quand même leur laisser une liberté. Une liberté aussi d'aller vers, je dirais, pas les laisser s'enfoncer. Je vous donne un exemple. Ma fille récemment est attirée par les couleurs noires. Beaucoup. Il va aimer beaucoup fermer ses rideaux, cacher la lumière. Bon, je l'oblige à ouvrir ses rideaux. Elle se lève le matin de bonne heure, elle va s'occuper de ses affaires, elle va vivre dans la lumière. Je vais lui laisser des temps de solitude, de silence, on peut dire. Mais sans qu'elle soit enfermée dans le noir et trop dans la solitude. Je garde un œil distant, mais je la garde dans la lumière. J'aime pas qu'elle se referme, parce que c'est facile que ça glisse aussi. Et mais en même temps, je ne peux pas l'empêcher de l'expérimenter d'une certaine façon. Ça fait partie des expériences de vie que j'ai moi-même faites et qui sont normales d'aller. Ça fait partie de la vie. Mais c'est juste de garder un œil. Alors, c'est important de suivre ses enfants sans les étouffer. OK. Donc, l'isolement des enfants est à faire attention. Parce qu'un enfant éveillé, un enfant qui a des capacités, va se rendre compte qu'il est différent et peut créer un effet d'isolement. J'ai parlé de ma fille tantôt, j'ai parlé de rêves qu'elle a fait avec des monstres avec plusieurs yeux. Elle a fait aussi 2 rêves avec les anges. Il y a 3 anges qui sont arrivés à elle, là, 2 ans. Puis un peu plus tard, quelques mois, ils sont arrivés comme à 5. T'sais. Ça fait que soit qu'il y avait un message à passer ou qu'il y avait qui s'imposait. Mais elle me dit qu'ils sont restés silencieux. Elle, pour elle, elle était émerveillée. Puis c'est correct. C'est correct. Mais ça demeure qu'il ne faut, moi personnellement, ne pas chercher à placer entre nous et la source. Que ce soit du blanc ou du noir.
On parle de la ligne du milieu. On parle de la voie de l'équilibre. Et les anges et les démons. Bon. J'ai un peu de misère avec le mot ange aussi. Au final. C'est pas des concepts à laquelle j'adhère. Ou je n'adhère plus tout simplement. Alors, l'isolement des enfants est un problème d'une certaine façon. Il faut qu'ils le vivent, mais de façon raisonnable. Avec ce que je fais, avec les expériences que je vis, je suis en apprentissage en rapport avec mes enfants et en rapport aussi avec l'enfance que j'ai eue. Mais je trouve ça un peu particulier à dealer quand nos enfants deviennent un peu nos cobayes. Parce que s'ils ne sont pas nos cobayes, ils sont d'une certaine façon, à un certain niveau, victimes. Ils vont subir la société, ils vont subir des traumas de peur si on n'est pas là pour eux. Puis c'est sûr qu'il faut leur laisser la capacité de réaction. On n'est pas des parents parfaits. Je trouvais ça difficile de faire ce que je fais là en ayant des enfants. Mais en faisant le sujet des petites chaussures, des petits souliers, ça a comme donné un sens à ce que mes enfants soient avec moi dans ce moment-là. Parce que oui, on a un apprentissage à faire des plans de densité, mais avec les enfants, avec nos enfants et dans l'enseignement à nos enfants. Parce que la religion, c'est ce qu'elle a fait toute notre enfance pour nous autres. La religion a pris une capacité où elle a pris quelque chose qui appartenait aux parents. Ils ont enlevé aux parents quelque chose qui leur était sacré. C'est sacré au père et à la mère, ça, d'enseigner aux enfants. Et ce que les religions ont fait, ils ont comme pris cette responsabilité-là, les a enlevés aux parents pour les prendre de leur bord, pour mettre les enfants de leur bord. Alors, les enfants que nous sommes ont été d'une certaine façon victimes d'un enseignement imposé. Pas forcément naturel non plus, parce qu'elle n'allait pas vers l'enseignement de la vie naturelle. Et donc, on a été quelque part victime. Comme nos enfants ne le sont plus aujourd'hui tant que ça. Là. Ils ne sont plus dans cette même dynamique d'enseignement-là. C'est pas quelque chose qui était méchant, parce qu'il y a des bons enseignements dans ce qui est enseigné.
C'est juste que la façon que ça a été fait, c'est d'une façon marginale. C'est encadré. C'est vraiment particulier, là. J'ai trouvé dans une maison où je restais, à un autre endroit, des cadres. Il y avait là-dessus des certificats qui étaient donnés par l'Église quand tu te faisais baptiser ou tu te faisais... tu vivais tes sacrements, là. Et ce qui est dit comme phrase, là, ça fait peur, là. C'est la famille, un tel humblement prosterné, étant des serviteurs qui consacraient leur vie, leurs âmes à l'Église, là. Ils étaient à écouter ce qui était écrit là, ils étaient comme couchés à plat ventre, puis c'était presque une abomination. Là, j'ai pas pensé d'aller chercher ça, c'est dans le garage, là. Mais je vais prendre le temps de le lire, ce qui est écrit là-dessus, là. Ça donne des frissons. Tellement c'est grave. Tellement c'est grave. C'était une doctrine avec une imposition solide, là, d'obéissance. Donc, les enfants cobayes ou victimes. Alors, avec ces petites chaussures-là, avec cet enseignement-là, qu'on a à apprendre nous-mêmes, en même temps que nos enfants, j'encourage les parents à faire un cheminement avec les enfants. Autant pour eux que pour leurs enfants, quitte à le faire de leur part d'un côté et l'enseigner à leurs enfants de l'autre. Puis c'est sûr qu'il y a une façon de faire les choses. Quand un enfant n'est pas intéressé, il est juste pas prêt, il n'est pas rendu là. Ça sert à rien. Puis tu peux essayer avec le temps, en discutant. Je me rappelle, puis aujourd'hui je le fais avec ma fille. Parce que ma fille, elle dessine beaucoup. Puis je l'encourage à dessiner ses visions, dessiner ce qu'elle a dans la tête. Mais elle me dit, j'ai comme rien dans la tête. Fait que j'essaie de la motiver à aller vers l'image, aller vers la création. Puis de se laisser glisser dans cet imaginaire-là de création. Là, présentement, mon petit gars, il fait de la musique. Il s'amuse à faire de la musique. Puis avec n'importe quoi. Il y a des objets, il va souffler dedans, il va frapper, puis il va faire des rythmes, puis il va créer par le rythme des musiques. Puis c'est assez comique, puis c'est assez drôle. Puis il y a le sens du rythme, puis il y a l'oreille. C'est une autre forme de façon d'éveil. La gymnastique, pour aller dans les plans subtils, se fait dans l'art aussi. Dans l'art du dessin, dans l'art de création, dans l'art du chant, de la musique. Ce qui m'amène aussi à parler les gathas, des chants zoroastres chantés. C'est comme des prières chantées. J'ai été voir ça suite à la lecture de Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Et c'est sûr que tu arrives avec un Ainsi parlait Zarathustra. Enseigner ça à des enfants, là,
C'est relativement particulier parce que Nietzsche, des fois, ça va. Il est relativement facile à suivre. Il est même très inspirant. Mais à d'autres fois, il n'est pas facile à suivre. Là. Tu vois que c'était pas tout à fait clair. Là. C'était... Ouf. Pas facile. Dans les gathas, j'ai bien aimé la présentation. Ça, c'est fait avec... traduit et présenté par Khosrow Kazai Pardis. Et je pense, mon ressenti par rapport au chant, au gâteau, c'est qu'il y a une part de vérité, mais ça me donne l'impression qu'ils ont été traficoyés. Là. Ils sont pas... même si c'est dit qu'ils sont rapprochés de ce qu'ils penseraient être le plus originel possible, pour ma part, c'est pas tout à fait encore rendu là. Ça pourrait aller plus loin que ça. Là. Il y a des phrases qui accrochent. Il y a des choses qui accrochent. Ça me fait penser, en parlant de Zarathustra, et des pieds, aussi au niveau de... J'ai même pas pris le temps de vraiment le vérifier, parce que dans ce moment-là, au niveau de Zarathustra, le lavage des pieds, le soin des pieds était très important. Et comme au moment de Jésus, dans le temps de Jésus, il se lavait les pieds. Oui, il y a un côté sacré aux pieds, parce que c'est eux autres qui sont en contact avec la terre, l'énergie de la terre directement. Et selon ce que tu marches aussi, ben tu déplaces les microbes ou les bactéries ou ainsi de suite. Puis quand tu rentres dans un lieu sacré ou saint, ben c'est bien entendu que se laver les pieds est respectueux. Puis c'est comme dans une maison. Garder son environnement propre, avoir les pieds propres. Mais je pense que la pensée peut aller plus loin que ça. Je n'ai pas pris le temps de m'arrêter à approfondir dans ces visions-là, au niveau de Jésus ou de Zarathustra, mais la conscience du cheminement, du pas et des plans de densité sont-elles en lien ou reliées directement? Je croirais que oui. OK. C'est sûr qu'il y aurait eu plus à dire au niveau de la conscience escargot. Au niveau de la conscience des géants, pour moi, c'est une évidence qu'une grande partie de la majorité de nous sommes des consciences de géants ou de corps de plus grande dimension qui avaient un certain rythme. Et nous sommes dans des corps qui ont un rythme beaucoup plus rapide. Et qu'on est toujours comme en décalage entre notre conscience et notre façon de vivre, qui est toujours maintenue à être rapide. On ne nous donne pas le temps de ralentir. Le rythme est maintenu rapide. Parce que si on s'arrêterait à être dans la fréquence ou dans la vibration de nos êtres, le rythme serait beaucoup plus lent qu'il est là. Et on aurait, je pense, une espérance de vie beaucoup plus longue aussi. Nous compressons une vie dans un temps X. Et ça rentre, pour moi, dans une programmation, au niveau de ce que je parlais de la programmation scalaire. Notre vitesse de vie est programmée avec une échelle programmée, à un rythme spécifique.
pour que notre corps, notre façon de vivre et notre conscience ne soient pas en harmonie. Se réapproprier un équilibre entre la conscience et le corps nous demanderait de ralentir. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous remercie de votre attention. Et je salue les gens qui m'ont écrit. Et je suis très heureux et j'ai apprécié beaucoup les commentaires qui m'ont été donnés. Et ça me fait plaisir d'approfondir les sujets et d'aller plus loin. Ça m'inspire à parler et faire des vidéos. Et c'est comme ça qu'on démêle les nœuds les uns des autres. Merci.